enregistrement sur votre Classroom. Donc, rebonjour. Au cours de cette séance, je vais entamer la partie 2 qui concerne la préparation des données. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Donc, la deuxième partie, la préparation des données. Donc, je vais entamer la première section qui concerne la compréhension des données, distinction des différents types de variables aléatoires et les données structurées et non structurées. Puis, dans une deuxième partie, je vais effectuer des transformations à ces données afin de les préparer à effectuer des mesures statistiques pour des fins d'interprétation. Donc, je vais commencer par vue globale et compréhension des données. Donc, les structures des données. Comme déjà vu l'autre fois, on a vu comment effectuer ou comment implémenter sur R les vecteurs, les matrices, les listes, les data frames, ainsi de suite. Donc, il y a deux types ou deux formes de données. J'ai préparé un petit résumé. Donc, les structures des données. Il y a deux formes. Des données qui sont structurées, c'est-à-dire bien organisées sous forme d'une table statistique, que vous pouvez comprendre directement les différentes parties du tableau qui vont vous aider par la suite pour calculer les indicateurs statistiques et les grandeurs statistiques. Et la deuxième forme des données, les données non structurées. Donc, je vais commencer par la première forme, les données structurées. Donc, les données, ce sont des informations qui sont présentées dans un tableau. Par exemple, la structure data frame. Donc, ça correspond à un tableau de données ou une matrice. Au niveau des lignes, il y a les individus, les entités statistiques sur lesquelles on va mesurer la variable aléatoire grand X. Donc, les petits xi, ce sont les modalités que peuvent prendre cette variable. Dans le cas d'une variable quantitative, on les appelle les réalisations. Ce sont des valeurs numériques, que ce soit des entiers ou des réels. Dans le cas d'une variable aléatoire qualitative, ce sont les descriptions du caractère étudié. Ce sont les différentes modalités. Donc, cette structure, elle est bien organisée, elle est bien structurée. Elle va vous simplifier par la suite le traitement et l'interprétation des données. Donc, à travers cette structure, vous pouvez calculer la moyenne de la variable X s'il s'agit bien d'une variable quantitative et d'effectuer les différentes représentations graphiques pour des fins d'interprétation. Donc, la deuxième forme, ce sont les données non structurées, c'est-à-dire les données ou les mesures effectuées sur les variables ne sont pas bien organisées dans un tableau. On l'appelle table statistique. Donc, je vais prendre un exemple, les images et les vidéos. Est-ce que c'est clair, la différence entre les deux? Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez prendre la parole. Ok, donc je peux avancer. Donc, il faut distinguer entre ces deux formes-là que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, je vais faire les définitions des concepts de base. On a déjà vu l'autre fois la définition d'une population. Ça correspond à l'ensemble des unités statistiques observées, c'est-à-dire l'ensemble des individus.
qui peuvent être des objets, pas nécessairement des personnes. C'est clair? Donc, on réalise des études statistiques, soit sur des personnes, soit sur des objets. On peut effectuer des mesures, des variables aléatoires, que ce soit sur des individus, si on va étudier un caractère bien défini, que ce soit sur un objet pour le décrire à travers des modalités. Donc, l'individu, ça correspond à une unité statistique de base ou un élément de la population sur lequel on va effectuer les mesures ou les observations nécessaires. Donc, un caractère, ça correspond à une variable aléatoire. Donc, ça correspond à un aspect particulier de l'individu auquel on s'intéresse et que pourra prendre différentes valeurs selon l'individu concerné. Donc, l'autre fois, j'ai bien expliqué ces notions de base. Le caractère ou la variable aléatoire que j'ai nommée avec une lettre majuscule, ça correspond à l'objet de l'étude statistique. Donc, la population, l'ensemble de ces unités statistiques, l'ensemble des individus qui font l'objet de cette statistique, donc de cette étude statistique sur lesquelles on va effectuer des mesures ou avoir des descriptions. Donc, un individu, c'est un élément de la population. Donc, à ce niveau-là, il faut distinguer entre les types de variables statistiques. En fait, il y a deux types. Variables aléatoires qualitatives et quantitatives. Donc, concernant le premier type, ça correspond à un caractère non mesurable, c'est-à-dire qu'on peut décrire, par exemple de variable aléatoire qualitative, couleur des yeux ou le sexe. En fait, cette variable aléatoire qualitative, elle est décomposée en deux types, le type ordinal et le type nominal. Donc, au niveau du premier type, les modalités, c'est-à-dire les différentes descriptions que peuvent prendre la variable aléatoire, sont ordonnées. Donc, vous pouvez l'ordonner selon une échelle bien déterminée. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, le degré de satisfaction d'un client. La description de cette variable peut se faire d'une façon ordonnée. Donc, vous pouvez classer l'individu, soit qu'il est très satisfait ou n'est pas satisfait. C'est clair? Donc, les différentes modalités, les différentes descriptions de la variable aléatoire, vous pouvez l'ordonner sur une échelle. Est-ce que c'est clair? Vous êtes là? Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole à tout moment. Donc, concernant le deuxième type du variable qualitative nominale. Donc, les modalités, les différentes descriptions que peuvent prendre le caractère étudié ne sont pas ordonnées. Par exemple, l'état civil, célibataire, marié, divorcé, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? De même, le sexe, féminin ou masculin. Il s'agit d'une variable qualitative nominale. Maintenant, concernant le deuxième type de variable aléatoire quantitative, c'est-à-dire les différentes modalités, ou qu'on les appelle les réalisations, sont des chiffres, que ce soit des entiers ou des réels. Donc, vous pouvez distinguer deux cas de même. Lorsqu'il s'agit des réalisations ou des modalités que peuvent prendre des nombres entiers, on parle d'une variable quantitative discrète. C'est clair? Exemple, le nombre d'enfants par famille. Donc, la variable aléatoire qui décrit le nombre d'enfants par famille prend des chiffres entiers, du nombre entier, que ce soit 0, 1, 2, ainsi de suite. Le deuxième type de variable quantitative, c'est
variable quantitative continue. Donc, les différentes réalisations ou les modalités que peut prendre la variable sont des réels, c'est-à-dire appartenant à un intervalle. Exemple, tranche d'âge. Vous pouvez dire que un enfant, il est à l'âge de 1 an et 2 mois, donc 1,2. De même pour la taille. Est-ce que c'est clair? Donc, les types de variables statistiques, il y a la variable qualitative et quantitative. Certaines, la première, elle explique les qualités ou la description d'un caractère étudié. La deuxième, elle décrit les quantités, donc elle est numérique. Donc, les modalités sont les descriptions de chacune de ces variables. On appelle aussi au niveau du variable quantitatif, les modalités s'appellent les réalisations, que j'ai noté l'autre fois, petit xi. Donc, il faut distinguer entre les deux types, dans le cas de variable qualitative nominale et ordinale. De même, pour la variable quantitative, il faut distinguer entre variable discrète et continue. Maintenant, selon le type de cette variable, pour étudier ou pour mesurer les grandeurs statistiques, il y a des méthodes qui sont réservées à chaque type de variable. Par exemple, pour les variables quantitatives, que ce soit discrètes ou continues, vous pouvez calculer les indicateurs numériques. Par exemple, la moyenne, la variance, la corrélation. La corrélation, c'est-à-dire la mesure de la dépendance entre deux variables. Donc, à travers le coefficient de corrélation, ainsi de suite, il y en a plusieurs méthodes et modèles qui vont vous permettre d'étudier la corrélation. Bien sûr, il faut disposer d'une variable quantitative, c'est-à-dire numérique. De même, la régression linéaire pour modéliser la dépendance ou l'effet d'une variable sur une autre. Vous devez établir un modèle linéaire simple qui permet de modéliser s'il existe une dépendance entre une variable ou une autre. De même, l'ACP, ça correspond à l'analyse en composantes principales. Donc, pour effectuer les mesures de ces indicateurs numériques et la modélisation de ces modèles-là, donc vous devez disposer d'une variable quantitative. Dans le cas de variables qualitatives, donc vous ne pouvez pas déterminer ces indicateurs, donc vous pouvez effectuer des tests tels que le test de Ki2 ou l'approche ACM. Donc, selon le type de variable, il y a des techniques statistiques à utiliser pour tirer des conclusions et des interprétations sur une variable bien donnée. Donc, passons à cet exemple maintenant. Donc, vous disposez d'un tableau. Donc, au niveau des lignes, il y a les numéros, supposons qu'ils sont les individus. Donc, numéro 1, l'individu numéro 1, sur lequel on va effectuer les mesures de ces variables, donc le poids, nombre de frères et sœurs, la situation familiale, la force, nationalité et sexe. Donc, ça correspond à la structure des données. Comment? Est-ce qu'ils sont structurés ou non? Les données, d'après vous, est-ce qu'ils sont structurés ou non? Oui. Donc, vous pouvez effectuer des analyses et mesures des grandeurs et des indicateurs statistiques à partir de cette table. Donc, il s'agit bien des données structurées. Donc, la première question, rentrez les valeurs du tableau dans une structure R la plus appropriée. D'après vous, quelle est la structure R qui va vous permettre d'importer ces données ou les différentes informations qui se trouvent au niveau de ce tableau? D'après vous, quelle est la structure de données, la structure R, la plus appropriée pour, oui, data frame. Donc, pour
créer un data frame. Donc, vous devez utiliser la fonction data.frame. Donc, les données qui concernent chaque variable doivent être insérées en utilisant les vecteurs. Donc, c'est, vous nommez la première variable, par exemple, poids. Vous allez affecter à cette variable ces différentes valeurs-là en utilisant la structure des données la plus appropriée qui est le vecteur. Pour créer un vecteur, vous devez écrire petit c entre deux parenthèses et les éléments du vecteur. Chaque élément il est séparé à l'autre par une virgule. Donc, au niveau du poids, vous devez écrire 41,5. C'est clair? Donc, les virgules au niveau des créations des vecteurs sur R sont réservées pour les éléments du vecteur. Donc, les décimales, pour les décimales, vous devez remplacer cette virgule-là par un point. C'est clair? Sinon, selon la structure R, il va considérer qu'il s'agit de deux valeurs ou deux éléments de vecteur. Le premier élément 41, le deuxième élément c'est 5. Est-ce que c'est clair la remarque? Donc, toujours, les décimales sont présentées sur R par un point. Les virgules sont réservées pour séparer les éléments des vecteurs. Donc, je vais vous montrer comment créer le data frame. Voilà. Donc, chaque variable, on lui affecte un vecteur. Donc, la création d'un vecteur avec petit c, entre deux parenthèses, les différents éléments sont séparés par des virgules. Donc, les différentes variables qui se trouvent au niveau du tableau sont introduites comme ça. Donc, la structure la plus appropriée pour obtenir cette table statistique, ça correspond à un data frame. Donc, la fonction R qui va vous permettre d'avoir cette structure de données, ça correspond data.frame. Les arguments de cette fonction sont les variables, l'individu, le poids, le nombre de frères et sœurs, situation familiale et la force. Donc, la création d'un vecteur de nature des données numériques. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça et séparer avec des virgules les différents éléments. Concernant les chaînes de caractères, vous devez insérer les chaînes de caractères entre deux cotes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, je peux avancer. Donc, maintenant, petit 2, retrouvez le type de variable de chaque colonne du tableau suivant. Donc, dans cette question, quelle est la commande R à utiliser pour trouver le type de variable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une variable quantitative ou qualitative. Quelle est la commande R qui va vous permettre d'avoir le type de variable, la variable aléatoire utilisée? Quelle est la commande R qui va vous permettre de déterminer le type du variable, que ce soit quantitatif ou qualitatif? Vous pouvez prendre la parole. Je ne veux pas désigner quelqu'un, donc vous pouvez prendre la parole. Quelle est la commande R qui va vous permettre de déterminer le type de variable? Je vous entends. Quelle est
la commande R qui va vous permettre de déterminer le type de variable qui se trouve au niveau de cette data frame. On a vu ça l'autre fois, au niveau de la correction de l'application 1. Donc, ça correspond à la commande str. Donc, la commande str en minuscule, ça vous permettait d'avoir un résumé sur les variables. Donc, s'il s'agit d'un data frame, nombre des observations et le type de variable aléatoire. S'il s'agit d'une variable aléatoire quantitative, on trouve num, c'est-à-dire numérique, que ce soit entier, int ou réel. Lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative, ça vous affiche facteur. C'est clair? Donc, cette commande str va vous permettre d'avoir le type de variable aléatoire qui se trouve au niveau de cette data frame, s'il s'agit bien d'une variable quantitative ou qualitative. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez vérifier ça. Donc, vous pouvez créer cette data frame. Puis, pour déterminer le type de variable aléatoire, vous devez taper la commande str. Est-ce que c'est clair? Avant de passer à la partie suivante, vous devez refaire cette application. Donc, vous devez créer votre data frame en se basant sur les différentes informations que vous avez au niveau de cette table. Et vous devez insérer la fonction str pour avoir des informations sur chaque variable aléatoire, sa nature, nombre des observations, ainsi de suite. Donc, la partie suivante, la transformation des données, c'est-à-dire il faut effectuer quelques transformations pour les rendre plus faciles à manipuler, c'est-à-dire sur lesquelles vous pouvez effectuer des graphiques, des mesures, des indicateurs statistiques pour des fins d'interprétation. Donc, la première étape, ça correspond au codage des variables. Donc, codage consiste à classer en catégories numériques les différentes modalités d'une variable statistique, que ce soit une variable quantitative ou qualitative. Donc, l'objectif du codage, c'est de transformer les différentes informations qui sont sur les variables à étudier, sur les différentes modalités, afin de les rendre numériques. Donc, je vais vous expliquer comment ça se fait. Donc, le codage, voilà. Transformation des modalités d'une variable statistique en une catégorie numérique. Donc, le codage des variables qualitatives. Bien sûr, les variables quantitatives, ils sont d'origine, les modalités sont numériques. Donc, vous êtes tout court en une variable quantitative qui est codée. Donc, puisque les différentes modalités ou les différentes classes sont déjà codées, il y a des valeurs numériques. Donc, la question que se pose à ce niveau-là, le codage des variables, ça concerne les variables qualitatives. Donc, les modalités, ce sont des descriptions. Notre objectif, c'est de rendre ces descriptions numériques. Donc, comment vous devez procéder pour transformer une quantité d'informations en un chiffre? Donc, l'objectif du codage, c'est de rendre les données manipulables et compatibles avec des logiciels statistiques.
par exemple le logiciel R. Donc, l'objectif du codage, c'est de simplifier l'étude statistique des variables qualitatives. Donc, en fait, il y a deux types de codage. Un type qui concerne les variables qualitatives nominales et un type de codage qui concerne les variables qualitatives ordinales. Donc, je vais commencer par la première, variable qualitative nominale. Donc, les modalités, c'est-à-dire les descriptions que peut prendre la variable aléatoire qualitative, sont une série de catégories de classes non hiérarchisées, c'est-à-dire ne sont pas ordonnées. En fait, pour le codage, vous pouvez utiliser des valeurs arbitraires. Par exemple, le sexe, il s'agit d'une variable qualitative nominale, donc que ce soit masculin ou féminin. Donc, pour le codage, vous pouvez attribuer à chaque modalité une valeur quelconque. Par exemple, j'ai choisi le code 1 pour le masculin, le code 2 pour le féminin. Notre objectif, c'est de rendre la variable numérique. C'est clair? Vous devez faire attention. Donc, vous ne pouvez pas calculer les indicateurs, les grandeurs statistiques, par exemple, la moyenne, la variance, ainsi de suite. Donc, l'objectif du codage, c'est de simplifier l'interprétation, mais pas pour des fins de calcul des grandeurs statistiques. C'est clair? Donc, vous pouvez accorder la valeur 0 pour masculin, la valeur 1 pour le féminin. C'est clair? Donc, l'utilité, c'est de simplifier l'étude de cette variable, mais pas pour des fins de calculer les indicateurs statistiques. Donc, chaque type de variable possède des techniques statistiques qui sont lui appropriées. C'est clair? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Hein? Est-ce que c'est clair? Donc, l'utilité du codage, c'est de simplifier l'étude de cette variable, mais pas nécessairement le calcul des grandeurs statistiques. Il y a des techniques qui sont appropriées pour les variables qualitatives. Donc, le deuxième type du codage qui concerne les variables qualitatives ordinales, les modalités de réponse sont des catégories qui sont ordonnées suivant une échelle. Par exemple, le niveau de satisfaction qu'on a vu tout à l'heure, le niveau d'étude. Donc, le code que vous devez l'accorder à ces variables ne sont pas des valeurs arbitraires, sont des valeurs non arbitraires. Donc, vous devez classer par ordre croissant les différentes modalités. Par exemple, le niveau des études. On a 3 niveaux, primaire, secondaire et supérieur. Donc, vous devez coder chaque modalité par un chiffre. Si vous prenez 1 pour le niveau primaire, nécessairement, le niveau secondaire doit prendre le code 2. De même pour le supérieur, doit prendre le code 3. C'est clair? Donc, il faut faire la distinction au niveau du codage des variables qualitatives. Les variables nominales, vous pouvez accorder des mesures arbitraires. C'est clair? Par contre, au niveau des variables qualitatives ordinales, qui présentent des catégories qui sont bien ordonnées, vous devez lui accorder des valeurs bien précises, qui ne sont pas arbitraires. C'est clair? C'est clair, le codage et l'objectif du codage des variables qualitatives. Donc, vous devez faire attention. Le codage des variables qualitatives, ce n'est pas pour des fins de calcul des grandeurs statistiques. Non. Chaque type de variable, pour chaque type de variable, il y a des techniques qui lui sont appropriées pour le traitement
et la conclusion des différentes informations qui se trouvent au niveau de cette variable. Donc, j'ai expliqué ça, le type de codage. Maintenant, je vais passer à la partie suivante, la transformation des données qui concerne la normalisation. Donc, la normalisation, pour la normalisation, c'est-à-dire vous devez transformer les différentes mesures sur les variables sur une même échelle de mesure, c'est-à-dire la transformation des différentes valeurs sur une seule échelle de mesure. Est-ce que c'est clair? La normalisation, qu'est-ce que ça veut dire la normalisation? C'est-à-dire, vous devez avoir des données sur une même échelle de mesure. Par exemple, il y a deux méthodes de normalisation des données. Je vais faire par la suite une application pour vous expliquer davantage les deux méthodes. Donc, la première méthode de normalisation, ça concerne l'analyse centrée. C'est-à-dire, on va modifier les données d'un tableau, par exemple les données d'un data frame, en remplaçant les valeurs des x, y, c'est-à-dire la mesure de la variable aléatoire, sur l'individu i, les différentes modalités, les différentes réalisations de la variable aléatoire. On va remplacer ces valeurs-là par des valeurs qui se trouvent dans l'intervalle 0,1. Donc, vers la fin, vous obtenez un tableau tel que les différentes réalisations ou les différentes modalités sont dans cet intervalle-là, 0 et 1. Donc, comment vous devez procéder pour effectuer cette transformation? Donc, pour chaque mesure, on va retrancher la moyenne et on va diviser par l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. En effectuant cette transformation, vous devez obtenir les différentes valeurs qui se trouvent au niveau d'un data frame entre 0 et 1. C'est clair? Donc, cette technique s'appelle l'analyse centrée réduite. Donc, on va centrer par rapport à la moyenne et on va réduire par l'écart type. Ou encore, s'appelle l'analyse normée. Donc, la normalisation, c'est-à-dire, on va retrancher de chaque valeur ou de chaque modalité ou réalisation la moyenne et on va réduire sur l'écart type. Donc, cette technique-là permet d'uniformiser, c'est-à-dire de rendre les données standards sur une même échelle. C'est clair? Donc, la fonction R qui va vous permettre d'effectuer la normalisation, ça correspond à la fonction scale. Donc, cette fonction permet de normaliser ou uniformiser, c'est la même chose, par colonne les valeurs numériques dans une matrice ou dans un data frame. Donc, la normalisation, elle s'effectue par colonne, variable par variable. Est-ce que c'est clair la première méthode avant de passer à la deuxième? Donc, de toute façon, je vais faire un exemple d'application sur ces deux méthodes-là. Mais si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole ou vous pouvez m'écrire. Hein? Est-ce que c'est clair la première méthode? Et l'objectif de la normalisation, c'est de rendre les différentes mesures sur une même échelle. Donc, la deuxième méthode de la normalisation consiste à ramener les mesures de toutes les variables, c'est-à-dire le x, y, les différentes modalités ou les réalisations entre 0 et 1 en utilisant la formule suivante. Donc, on va centrer par rapport à la valeur minimale. Bien sûr, on s'intéresse
à la normalisation par colonne. On calcule la valeur minimale par colonne. Et on divise sur l'étendue. L'étendue, ça correspond à la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, cette formule-là va vous permettre d'avoir des données normalisées, c'est-à-dire des données qui se trouvent entre l'intervalle, dans l'intervalle 0,1. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux types de normalisation des données. L'objectif, c'est d'uniformiser ou de rendre sur une même échelle des mesures les différentes unités statistiques ou les différentes mesures sur les individus statistiques des différentes variables aléatoires, quantitatives, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais prendre un exemple. Donc, la normalisation, la fonction scale. Donc, la fonction scale permet de normaliser par colonne les valeurs numériques dans une matrice ou d'un data frame. Donc, je vais créer une matrice, donc, à travers la fonction matrix. Le premier argument, ça correspond à un vecteur. Donc, pour créer un vecteur, j'utilise la fonction petit c. Les éléments de ce vecteur sont séparés par des virgules. Le deuxième argument, ça correspond au nombre de lignes de cette matrice. Et le troisième argument, le nombre de colonnes. Donc, je vais créer une matrice. Les éléments de cette matrice se trouvent au niveau de cet vecteur. Cette matrice de dimension 3, 5, 3 lignes et 5 colonnes. Donc, je vais exécuter cette ligne de commande. Donc, je vais visualiser la matrice. Voici la matrice. Donc, mon objectif, c'est de standardiser, c'est-à-dire de normaliser ou uniformiser. Donc, il y a deux mots qui sont identiques. La normalisation, la standardisation et l'uniformisation. Donc, en rendre les différentes données uniformes, c'est-à-dire les différentes mesures se trouvent dans un intervalle 0,1. Donc, je vais nommer l'objet data standard. Dans cet objet, je vais effectuer la normalisation des données data. Donc, la normalisation se fait par colonne. Donc, j'exécute pour visualiser les données standardisées ou normalisées. Donc, je vais taper data standard. Comme vous pouvez le remarquer ici, donc, la standardisation s'effectue par la réduction et des différentes mesures. C'est-à-dire, je vais retrancher la moyenne. Je vais diviser par l'écart type. Donc, il y a la moyenne de la première colonne. Donc, la normalisation s'effectue par colonne. Au niveau de la première colonne, j'ai ces valeurs-là, 1, 0 et 3. Donc, pour la normalisation, j'ai besoin de calculer la moyenne et l'écart type. Donc, la moyenne centre, je vais centrer, voilà, je vais centrer par rapport à la moyenne et je vais réduire par rapport à l'écart type. C'est clair? Donc, la moyenne de ces trois valeurs, ça correspond à 1 plus 0 plus 3 égale 1,33. La moyenne de la deuxième colonne, 1,66 et ainsi de suite. Donc, pour chaque valeur qui se trouve au niveau de cette colonne, ça correspond à x1,1, c'est-à-dire la mesure effectuée sur le premier individu en utilisant la première variable. Donc, je vais retrancher, je vais centrer par rapport à la moyenne. Donc, 1 moins 1,33. Je vais réduire sur l'écart type, sigma. C'est clair? Donc, vous devez obtenir cette valeur-là. C'est une valeur normalisée. Donc, je vais effectuer la même procédure
pour chaque élément de cette matrice. Donc, la normalisation s'effectue colonne par colonne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, celle-là, c'est la première méthode que j'ai expliquée tout à l'heure. Hein? Donc, la normalisation, ça correspond à retrancher la moyenne, c'est-à-dire on va centrer par rapport à la moyenne et on va réduire par rapport à l'écart type en utilisant la fonction scale. C'est clair? Donc, vous mettez tout court scale entre deux parenthèses les données que vous devez normaliser. Donc, la normalisation, l'uniformisation et la standardisation, c'est la même chose, c'est-à-dire de rendre les données sur une même échelle de mesure. Donc, je vais passer maintenant à expliquer la deuxième méthode de normalisation en utilisant cette formule-là. Donc, pour chaque valeur, hein, c'est-à-dire les différentes modalités, les différentes réalisations, je vais la centrer par rapport à la valeur minimale et je vais la réduire par rapport à l'étendue. Donc, l'étendue, la valeur maximale, moi, la valeur minimale. Donc, je vais prendre un exemple pour expliquer la deuxième méthode de normalisation. Donc, je vais me baser sur la même matrice, donc, qui est créée par 7 vecteurs, une matrice de 3 lignes, 5 colonnes. Donc, je vais calculer les minimums par variable, par colonne. Donc, je vais exécuter data. Donc, la première étape, vous devez calculer les minimums et les maximums par colonne. Donc, minimum apply, c'est-à-dire on va appliquer le minimum sur toutes les colonnes de cette matrice. Donc, je vais exécuter cette ligne de commande. Donc, minimum. De même, pour obtenir le maximum, donc je m'intéresse aux colonnes. Hein? Donc, je vais appliquer cette commande-là. Donc, j'obtiens les minimums. Donc, si je veux visualiser minimum, donc vous pouvez écrire MUMS. Donc, voici les minimums pour la première colonne. Minimum, c'est 0. Deuxième colonne, troisième, quatrième et cinquième colonne. Pour visualiser les maximums par colonne, donc vous tapez maximum. Donc, vous obtenez les valeurs maximales par chaque colonne. Maintenant, pour appliquer la formule de normalisation, donc vous devez centrer chaque valeur, donc toujours par colonne, je travaille. Je vais centrer par rapport à la valeur minimale et je vais réduire par rapport à l'étendue. Donc, vous pouvez utiliser cette ligne de commande. Donc, data nord, c'est-à-dire je vais affecter les données normalisées dans cet objet data nord. Donc, toujours, vous devez utiliser la fonction scale. Le premier argument, ça correspond aux données d'origine que je veux les normaliser. Donc, le deuxième argument, center, c'est-à-dire je veux centrer par rapport à la moyenne, par rapport à la valeur minimale. Donc, center égale mims, c'est-à-dire les valeurs minimales. Scale, c'est-à-dire la réduction. Je vais réduire par rapport à l'étendue qui correspond à la valeur maximale, moins la valeur minimale. C'est clair? Donc, le deuxième argument, ça correspond à l'argument sur lequel je vais centrer mes données, donc en utilisant la valeur minimale par colonne. Et scale, c'est la réduction. Je vais réduire par rapport à l'étendue, la valeur maximale, moins la valeur minimale. Donc, je vais exécuter. Pour visualiser, je vais écrire data nord, donc pour visualiser les données normalisées. Et voilà, donc j'ai obtenu les différentes valeurs qui sont normalisées par colonne. Ces valeurs sont comprises ou se trouvent ou appartiennent à l'intervalle 0,1. C'est clair?
Donc, à chaque fois, j'ai centré par rapport à ces valeurs minimales et j'ai réduit donc le scale par rapport à l'étendue, qui est la valeur maximale moins la valeur minimale. Est-ce que c'est clair? La normalisation des données et l'objectif visé par cette normalisation ou standardisation, c'est la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair pour vous jusqu'à maintenant? Je vais vous envoyer par la suite ces scripts, donc vous pouvez l'essayer une autre fois, ces scripts. Donc, maintenant, je vais passer à une autre notion de base, les données aberrantes. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire une valeur aberrante et comment détecter ça au niveau de votre base de données. Donc, je vais partager avec vous ce petit résumé. Je vais vous envoyer par la suite ce résumé. Donc, une donnée aberrante, c'est une valeur qui est distante des autres observations. Donc, c'est une valeur qui s'éloigne des autres observations. Toujours, je parle sur les réalisations ou les différentes modalités que peuvent avoir une variable aléatoire. C'est clair? Donc, ça correspond à une valeur extrême de l'échantillon. Pour identifier les valeurs aberrantes au niveau de votre base de données, supposons que vous avez votre donnée qui sont présentées dans un data frame ou une matrice, comment vous pouvez détecter s'il existe des points aberrants au niveau des données ou non? Bien sûr, ces points aberrants, ils vont fausser le calcul. Notre objectif, vous pouvez détecter ces points aberrants en utilisant deux méthodes que je vais l'expliquer par la suite. Donc, notre objectif, c'est une fois que vous avez détecté un point aberrant qui va fausser le calcul, donc vous pouvez éliminer ce point aberrant afin d'obtenir des résultats qui sont interprétables et qui se rapprochent au maximum à la réalité. C'est clair? Donc, l'objectif de la détection des points aberrants, c'est de l'éliminer au niveau de votre base de données pour ne fausser pas les calculs et les interprétations. Sinon, si vous avez intégré cette valeur aberrante au niveau de mesure des grandeurs statistiques, par exemple la moyenne ou l'écart type, vous obtenez une valeur qui n'est pas interprétable. Donc, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'interprétation. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux manières pour détecter, ou deux méthodes pour détecter une valeur aberrante. Donc, la première, je vais commencer par la première, la détection en utilisant des mesures. Par exemple, au niveau d'une société, ils ont fait, par exemple, qui fabrique des pièces de rechange. Il y a un diamètre qui doit être précis pour que cette pièce soit conforme aux différentes règles mises par la société. Donc, on va fixer le diamètre à ne pas dépasser. Par exemple, si le diamètre d'une pièce dépasse 5 mm, on va considérer cette pièce comme défectueuse. Donc, il s'agit d'un point aberrant que vous devez l'éliminer de votre base de données. Donc, on appelle cette méthode le contrôle sur le domaine de valeur. C'est clair? Donc, par exemple,
il y a une indication sur les valeurs aberrantes. Par exemple, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le diamètre des pièces. Les valeurs supérieures, par exemple, à 208 heures, sont aberrantes. Un exemple quelconque. Donc, il y a une étude. Dès le départ, elle a imposé des valeurs. Dès que la mesure de la variable aléatoire dépasse cette valeur-là, on va considérer cette valeur comme un point aberrant. Et vous devez l'éliminer de votre base de données pour obtenir des résultats qui sont raisonnables et interprétables par la suite. La deuxième méthode, la détection graphique. Donc, en utilisant le nuage de points. Donc, comme vous remarquez ici, donc, le point aberrant, c'est celui-là. Donc, il est distant des autres observations. Nécessairement, l'inclusion de ce point-là au niveau de votre base de données, ça va fausser les calculs des grandeurs statistiques et par la suite l'interprétation. De même, l'histogramme. Donc, comme vous pouvez remarquer dans cet exemple, donc ce point-là, ça correspond à un point aberrant. Il est différent des autres observations. C'est clair? Donc, le point aberrant, il est détectable au niveau que ce soit nuage de points ou au niveau de l'histogramme. De même, vous pouvez détecter un point aberrant à l'aide de ce qu'on appelle la boîte à moustache. Donc, je vais expliquer la boîte à moustache. Donc, la boîte à moustache, c'est un graphique qui permet de donner une visualité globale ou une vue globale sur votre base de données. Donc, la première partie, celle-là, qu'on appelle la boîte. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a 3 traits. Le premier, ça correspond au quartile, c'est-à-dire 25% de la population ou des valeurs se trouve à ce niveau-là. Donc, la boîte à moustache permet de diviser votre donnée sur 3 intervalles. Le premier, 25% des données se trouvent dans cet intervalle-là. Deuxième, 50%. Donc, par exemple, à ce niveau-là, 50% des données se trouvent au-dessus de cette valeur et 50% se trouvent au-dessous de cette valeur-là. Ça correspond à la valeur médiane. La médiane, c'est la valeur qui divise la population ou l'ensemble des données en 2 parties égales. Et la troisième, ça correspond à la troisième quartile. Donc, 75% des valeurs se trouvent au-dessous de cette valeur-là. Donc, la boîte permet de diviser vos données en 3 parties. La première, ça correspond au premier quartile, c'est-à-dire 25% des données se trouvent au-dessous de cette valeur. Le deuxième quartile, qui est la médiane, c'est-à-dire 50% des données se trouvent au-dessous de cette valeur-là. De même, le troisième quartile, 75% des observations ou des mesures que peuvent prendre la variable aléatoire se trouvent au-dessous de cette valeur-là. Celle-là, c'est la boîte. Maintenant, les moustaches, ce sont les 2 extrémités. C'est clair? Les 2 extrémités s'appellent les moustaches. La question qui se pose maintenant, comment déterminer les extrêmes de cette moustache? Donc, qu'on appelle les limites de la boîte. Donc, pour calculer les limites de la boîte, la limite supérieure, c'est-à-dire ce trait-là, la limite supérieure, elle correspond au troisième quartile, Q3, celle-là, c'est une valeur, plus 1,5, l'intervalle interquartile, Q3 moins Q1.
pour obtenir la limite inférieure, donc ça correspond à Q1, le premier quartile, moins 1,5, l'intervalle interquartile, Q3, moins Q1. Donc, les quartiles, ce sont des valeurs qui se trouvent au niveau de votre base de données, qui se trouvent au niveau de votre vecteur qui contient les différentes réalisations. Est-ce que c'est clair? La boîte à moustache, donc, elle est formée par la boîte qui correspond aux 3 quartiles, c'est-à-dire les valeurs qui divisent la population ou les différentes observations. Là, il y a le 25%, c'est-à-dire le 1 quart, la moitié, 50, Q2, et Q3, 75%. Ce sont des valeurs telles que les autres valeurs de la variable aléatoire sont situées au-dessous de celle-là. Donc, tout point qui se trouve à l'intérieur, que ce soit supérieur ou inférieur aux limites de cette boîte, est considéré comme un point aberrant. Donc, il y a 3 manières graphiques comment détecter un point aberrant, que ce soit en utilisant la boîte à moustache. Donc, vous devez identifier la boîte qui est composée du Q1, Q2 et Q3. Vous devez calculer les limites de cette boîte. Chaque valeur qui dépasse les moustaches, c'est-à-dire ces 2 limites, est considérée comme un point aberrant qui va fausser le calcul des grandeurs statistiques et les interprétations. Donc, vous devez se débarrasser de ce point aberrant pour effectuer les interprétations les plus adéquates. De même, il y a l'histogramme et le nuage de points. Donc, je vais faire une application pour comment détecter les points aberrants au niveau d'une base de données. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'application? Tout est clair pour vous? Les autres? Est-ce que je peux passer à l'application? Sinon, si vous avez... Donc, je vais faire l'application de votre TP. Donc, les données concernant le poids à la naissance de bébés américains de sexe masculin pour expliquer les variations de cette variable, donc le poids. On a enregistré les données au niveau de data baby, donc concernant la mère de l'enfant. Donc, ils vont déterminer si ces informations, c'est-à-dire les informations qui sont extraites sur les mères, ont un effet sur le poids du bébé à la naissance ou non. Donc, on va considérer taille, le poids, l'âge de la mère et on va effectuer une étude statistique si ces variables-là influencent le poids du nouveau-né ou non. C'est clair? Donc, la première étape, importer le fichier. Donc, pour importer les fichiers, la fonction R que vous devez utiliser, c'est read.table. C'est clair? Le premier argument, file, égale file, plein de choses. Point chose. Donc, en compilant cette commande, il va vous ramener au fichier. Donc, header égale true, c'est-à-dire au niveau de la première colonne de votre base de données, on a les noms des variables, c'est-à-dire les différentes mesures qui sont effectuées sur les mères, taille, le poids et ainsi de suite. Donc, je vais importer un fichier CSV. Vous devez fixer le séparateur, c'est le point virgule.
et les décimales en un point. Donc, je vais compiler. Donc, je vais choisir ma base de données data, ouvrir. Donc l'importation du fichier, elle est faite. Donc, en tapant cette commande-là, read.table. Petit 2, décrire le jeu de données, c'est-à-dire le contenu du tableau, nom du variable et dimension. Donc, pour extraire les noms de variables, donc vous devez utiliser la fonction names, entre parenthèses, les données. Voilà. Donc, j'ai obtenu les noms des variables. C'est clair? L'âge, tension, et ainsi de suite. Il y a les différentes variables, le nom des différentes variables, c'est-à-dire les noms qui se trouvent au niveau de la première ligne de votre base de données. Maintenant, pour la dimension, donc la fonction R qui va vous permettre d'avoir une idée sur la dimension, c'est dim. Entre parenthèses, vous mettez la base de données. Donc, dim. Il a mentionné qu'il y a 1236 lignes et 9 variables. C'est clair? Il s'agit d'une matrice ou un data frame qui contient 1236, c'est-à-dire on a effectué la mesure de ces 9 variables sur 1236 mères. C'est clair? Il y a 9 colonnes, donc on a 9 variables. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer? Sinon, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez interagir avec moi. Tout est clair pour vous? OK. Donc, je vais mettre par la suite les scripts sur votre Classroom. Je vais vous envoyer par email les différents documents partagés, les différents résumés que j'ai écrits à la main. Donc, la question suivante. Justifier graphiquement l'existence des données aberrantes dans le fichier en utilisant la variable âge. Donc, il y a deux méthodes, que ce soit le nuage de points, que ce soit la boîte à moustache. Donc, je vais utiliser le nuage de points. C'est clair? Pour visualiser s'il existe des données aberrantes ou non. Donc, pour obtenir le nuage de points, vous devez utiliser la fonction plot. Entre parenthèses, on va s'intéresser à la variable âge. Donc, pour identifier une variable au niveau d'une base de données, on utilise le dollar. C'est clair? Donc, on va présenter le nuage de points en utilisant la fonction plot. On va s'intéresser à la variable âge. Donc, la variable âge se trouve au niveau de votre base de données baby. Donc, l'argument, ça correspond baby. On va identifier la variable concernée. Pour identifier une variable qui se trouve au niveau de votre base de données, vous devez utiliser le dollar. Dollar âge. Donc, je vais exécuter cette commande. Eh bien, j'obtiens nuage de points. Donc, au niveau de l'axe des ordonnées, ça correspond à l'âge. C'est clair? 20, 40, 60, 80 et 100. Est-ce que c'est clair? Au niveau au niveau de l'axe des abscisses, les différentes mères sur lesquelles on a mesuré la variable âge. C'est clair? Il y a 1200
36 mères. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 points aberrants. C'est clair? Il y a 2 points aberrants. Donc, ce nuage de points va vous permettre de vérifier l'existence de 2 points aberrants. Maintenant, la question suivante, identifiez les points aberrants en s'intéressant à la variable âge et remplacez la valeur aberrante par NA. NA, c'est-à-dire il s'agit d'une donnée manquante au niveau de votre base de données. Et on va remplacer ces 2 points aberrants par une donnée manquante, NA. N majuscule, A majuscule. C'est clair? Donc, la première étape, donc pour cerner ces 2 points aberrants, donc ces 2 points aberrants se trouvent avec une âge qui est supérieure à 30. Donc, pour extraire l'emplacement de ces 2 points aberrants au niveau de votre base de données, vous devez taper cette commande. Donc, je vais utiliser la base de données baby. Je m'intéresse à la variable âge. Donc, vous mettez $âge. Je m'intéresse aux valeurs qui sont supérieures à 80. Donc, j'ai obtenu ces 2 points aberrants pour un âge supérieur à 80. C'est clair? Donc, je vais exécuter cette commande. Maintenant, au niveau des points aberrants, je vais obtenir la valeur true. Voilà, celle-là, true. Donc, à ce niveau-là, vous avez la première valeur aberrante. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, pour obtenir le rang de cette valeur aberrante, je vais utiliser which qui va vous permettre de donner l'ordre exact de ces valeurs aberrantes. Donc, je vais exécuter cette commande-là et j'obtiens les 2 valeurs aberrantes. La première se trouve au niveau de la 400 observations et la deuxième valeur aberrante au niveau de l'observation numéro 429. C'est clair? Le rang des mères qui présente ces 2 valeurs aberrantes. C'est clair? L'étape suivante, je vais affecter à ces valeurs-là une valeur manquante, NA. Donc, il va remplacer au niveau de votre base de données ces 2 valeurs-là par NA, une valeur manquante. Notre objectif, c'est d'éliminer ces valeurs manquantes, ces valeurs aberrantes au niveau de votre base de données. C'est clair? Donc, pour affecter une valeur manquante à ces 2 observations, donc je m'intéresse à la base de données baby, la variable âge, j'ai identifié la variable âge par $. Donc, le rang de cette variable, la première, c'est 400. Donc, je mets entre 2 crochets 400. Je vais affecter au niveau de ma base de données une valeur manquante NA. De même pour la deuxième valeur aberrante que se trouve au rang 429. C'est clair? Les 2 crochets pour les rangs des valeurs aberrantes. Donc, je vais remplacer ces 2 valeurs aberrantes par des valeurs manquantes, NA. Vérifiez si toutes les variables ont bien été filtrées, c'est-à-dire vous devez vérifier si on a remplacé ces 2 points aberrants
par deux valeurs manquantes. C'est clair? Donc, pour vérifier ça, vous devez faire un petit résumé sur les différentes variables. Donc, pour faire un résumé, vous devez utiliser la fonction summary. Donc, summary, donc ça va vous permettre d'avoir des résumés pour chaque variable. Et voilà. Pour la première variable, donc au niveau de la sortie, au niveau de la première variable, il y a min, c'est-à-dire la valeur minimale. First quartile, c'est-à-dire Q1, le quartile Q1, que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la boîte à moustache. Le quartile Q1 égale 119, c'est-à-dire le 1/4 des observations se trouve au-dessous de cette valeur-là. Ça correspond au premier quartile. Le 25% des valeurs de cette variable se trouve au-dessous de 119. Médiane, ça correspond au deuxième quartile, c'est-à-dire 50% des observations de cette variable aléatoire se trouvent au-dessus et au-dessous de cette valeur-là, 381,5. Min, c'est la moyenne de la variable, la somme des différentes observations sur nombre des observations. Celui-là, ça correspond au troisième quartile, c'est-à-dire 75% des valeurs de cette variable statistique X se trouvent au-dessous de 690,2. C'est clair? Et max, la valeur maximale. Donc, la commande summary, ça vous permettait d'avoir un résumé sur les différentes variables qui se trouvent au niveau de votre base de données. Donc, maintenant, je m'intéresse à la variable âge. Je vais vérifier si ces deux données aberrantes sont remplacées par des données manquantes NA ou non. Eh bien, au niveau de la variable âge, j'ai la valeur minimale, 15, la valeur du premier quartile, Q1, 23, la valeur de la médiane, le deuxième quartile, 26, la valeur de la moyenne, 27,26, le troisième quartile, Q3, égale 31, la valeur maximale égale 45 et il y a deux valeurs manquantes. Donc, NA, c'est-à-dire il existe au niveau de cette variable deux valeurs manquantes. Donc, on a bien remplacé ces deux valeurs aberrantes par deux valeurs manquantes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou un point qui n'est pas clair. OK. Donc, question 6 maintenant. Tracer le poids de la mère en fonction de son nombre de grossesses antérieures. Maintenant, en utilisant une boîte à moustache. Donc, la commande R qui va vous permettre de représenter graphiquement une boîte à moustache s'appelle boxplot. C'est clair? Au niveau de boxplot, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a la boîte qui contient les trois quartiles. Il y a les moustaches, les limites, la limite supérieure et la limite inférieure. Donc, tout point qui se trouve au-delà de ces deux limites s'appelle un point aberrant. Donc, je vais effectuer une deuxième vérification sur deux autres variables s'il existe des points aberrants ou non au niveau de votre base de données. Donc, pour obtenir la boîte à moustache, vous devez utiliser la commande ou la fonction boxplot. C'est clair?
Donc, pour représenter la boîte à moustache, donc je vais écrire la boîte à moustache. C'est clair? Donc, la fonction R qui va vous permettre de représenter la boîte à moustache, c'est boxplot. Donc, je m'intéresse à ces deux variables. Donc, pour mentionner une variable qui se trouve au niveau d'une base de données, vous devez utiliser avant cette variable le $. Donc, je vais schématiser la boîte à moustache et voilà, pour les deux boîtes à moustache, voici la limite supérieure, la limite inférieure de la première, de la deuxième et celle-là, la première. On a deux points aberrants. Donc, un point qui se trouve au-delà des limites ou au-delà des moustaches. Donc, au niveau de ces variables-là, il y a deux points aberrants. Est-ce que c'est clair? Hein? Maintenant, dans la partie asynchrone, il vous reste encore 1h30. Dans la partie asynchrone, vous devez faire l'application 6 qui correspond à la transformation des données, la normalisation des données. Les données CARS sont prédéfinies dans R où vous pouvez installer le package dataset. Sinon, si vous tapez CARS, je vais vous montrer ça. Donc, la base de données est bien. Donc, la base de données présente deux variables, speed et dist. Donc, on va utiliser cette base de données pour effectuer différentes ou pour appliquer différentes méthodes statistiques que j'ai expliquées tout à l'heure. La normalisation, comment avoir un résumé sur les variables qui se trouvent au niveau de votre base de données. Vous devez utiliser la commande summary, ainsi de suite. Et comment transformer et normaliser ces données en utilisant les deux méthodes. Donc, dans la partie asynchrone maintenant, vous devez essayer à faire l'application 6 du TP2 et la première application. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur le flux. C'est clair? Sinon, je vais vous envoyer tout de suite l'enregistrement de cette séance et les différentes résumés que j'ai partagés avec vous et les scripts aussi. Je vais les mettre sur votre Classroom. Script de cours, comment j'ai fait la normalisation en utilisant les deux méthodes et la correction de l'application 2. Est-ce que c'est clair?